Bien, merci de nous avoir invités en duo. Et Sophie a déjà ouvert le débat. Mais avant, je voulais dire deux petits mots. D'abord, l'analyse génétique de l'IOP, c'est un sujet difficile pour deux raisons. Scientifiques, parce que les cas familiaux sont très rares. Les gènes, comme vous allez le voir, démontrent que c'est une maladie hétérogène. Il y a des facteurs génétiques, je vais vous en parler, mais il y a sûrement des facteurs environnementaux, et peut-être les deux. Et la deuxième raison qui me préoccupe beaucoup, c'est que le financement de la recherche dans le domaine de la reproduction est dans un état catastrophique en France et en Europe. C'est une catastrophe. Et quand même, malgré cela, on continue à travailler, mais il faut vraiment avoir du courage. Alors, je vais vous montrer que l'approche génétique, c'est une approche difficile, mais dans notre groupe et d'autres d'ailleurs, il y a trois possibilités d'approche. Alors, c'est pas ça. Ça va être ça. Non, ça, oui. Voilà ici, si vous voulez, le développement de l'ovaire et des follicules. Et il y a beaucoup de gènes qui ont été décrits chez la souris et qui nous servent de gènes candidats. Je vais vous parler de certains de ces gènes. Je vais vous parler de GDF9, BMP15. Je vais vous parler de gènes de méiose. Je vais vous parler de FOXL2. Alors, les gènes de méiose, c'est un travail que nous avons fait il y a à peu près 6-7 ans. Nous avons étudié ces 6 gènes de méiose pour la raison suivante, c'est qu'ils sont très bien caractérisés chez la souris, que chez la souris, leur invalidation, leur mutation entraîne une infertilité ou mâle ou femelle ou les deux, et que troisièmement, ces gènes sont très bien caractérisés chez l'homme. Nous connaissions leur séquence. Donc, ça a été un travail systématique. Nous avons étudié 44 femmes avec IOP, mais je ne parlerai pas de la pathologie humaine, avec des témoins. Et nous avons trouvé des mutations, en particulier une mutation dont je vais vous écrire, qui est une mutation du gène DMC1. Apparemment, ça ne marche pas. Si on pouvait changer la pile, ça serait bien. Une mutation du gène DMC1 dans un cas familial, où on a un changement au niveau de l'exon 9 en méthionine valine. Voilà le cas. C'est pas un cas familial, c'est un cas d'une femme d'origine sénégalaise qui a consulté pour une IOP primaire. Et quand nous avons séquencé ce gène, nous avons trouvé une mutation, les parents étaient hétérozygotes. Alors, la question qui se pose, et je vais souvent redévelopper ce point, c'est comment démontrer que ce changement méthionine valine, c'est la preuve qu'il est responsable du phénotype IOP. C'est l'approche la plus difficile, la plus longue, ça peut prendre plusieurs années. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris cette mutation, et comme ce gène est très conservé dans l'évolution, nous l'avons mis dans la levure. Parce que ce gène s'exprime aussi chez la levure. Et ce que nous avons trouvé, c'est qu'il existe deux types de levure. La levure du boulanger, merci. Tenez, je vous donne celui-là. Comment ? Ah, d'accord. La levure du boulanger, où nous n'avons pas trouvé d'effet de cette mutation. Par contre, une autre levure, la Saccharomyces pompée, quand on met cette mutation, cette levure est infertile. Donc ça, c'est vraiment un argument très fort pour dire que cette mutation méthionine valine dans l'exon 6 du gène de méiose DMC1 entraîne une anomalie de méiose chez Saccharomyces. Mais ce que nous faisons actuellement avec un groupe japonais, c'est que nous mettons cette mutation chez la souris. Évidemment, ça va prendre plusieurs années. Ça sera la démonstration finale. Mais je pense qu'avec ces arguments, les résultats sont très, très forts. Pour conclure que certaines mutations de gènes de méiose sont responsables d'IOP. Le deuxième type de gènes candidats, c'est les gènes BMP15, GDF9 et les connexines. Alors, nous avons étudié 165 patients d'IOP et nous avons séquencé ces gènes. Alors voilà le gène BMP15, GDF9 et le gène normal. Alors, c'est un gène qui a un processus extrêmement compliqué puisqu'il va être coupé, la protéine va être coupée pour être sécrétée et agir des cellules folliculaires vers l'ovocyte. Et voilà les mutations qui ont été trouvées dans la littérature. Et voilà la mutation que nous avons trouvée dans notre laboratoire avec le signe changé en proline. C'est un très gros changement, important.
au point de vue acide aminé. Mais la question, à nouveau, c'est comment démontrer que ces mutations que nous avons trouvées ou d'autres ont été trouvées sont responsables biologiquement. Et ça, c'est la partie la plus difficile qui est en cours. La même chose pour GDF9, nous avons trouvé une sérine anti-tyrosine, ça c'est un très gros changement pour nous, pour la protéine, ainsi que d'autres auteurs. Là encore, il nous faut à ce stade démontrer que cette mutation, c'est pas un polymorphisme neutre, mais ça a un effet délétère sur la protéine, et ça nous prend beaucoup de temps. Le deuxième type de gène, c'est les connexines 37 et 43. Et là, en rouge, sont marquées les mutations que nous avons trouvées. Ces indices sont des indices qui sont, quand ils sont très élevés, sont des indices qui nous font suspecter que la protéine est vraiment modifiée. Ça, c'est pour la protéine connexine 37 et connexine 43. Là encore, nous avons des changements importants. Ici, c'est dans 3 cas sur 114 patients séquencés. Ici, c'est une mutation glycine-sérine sur une patiente sur 114, et ici, c'est 3 patientes sur... Là encore, ces mutations n'ont pas été trouvées dans une population contrôle, mais n'empêche qu'il faut vérifier que la protéine ainsi changée devient anormale, et pour l'instant, ces études fonctionnelles sont en cours et elles sont difficiles. Donc, pour ce qui est des gènes candidats connexine, BMP15 et DF9, ils peuvent être associés au phénotype, mais ce ne sont pas des causes fréquentes. Vous avez vu un cas sur 114, mais quand même, ça vaut la peine de les séquencer d'un point de vue recherche fondamentale. Alors, je vais par contre vous montrer un cas où, très récemment, dans notre laboratoire, on a fait un progrès important. Sophie vous a parlé du syndrome BPES, avec une malformation crâno-faciale, et dans le type 1, on a une IOP. Et le gène a été caractérisé il y a 6-7 ans, c'est le gène FOXL2 qui est un facteur de transcription, avec un domaine qui lie l'ADN et un domaine de polyalanine que nous ne comprenons pas. La protéine, nous avons fait des anticorps, s'exprime dans les cellules folliculaires. Alors, récemment, avec une équipe de Sousse, on nous a envoyé une patiente, IOP, c'est une patiente qui est aménorrhée secondaire. Je pense qu'elle a les critères que nous a donnés Sophie, c'est-à-dire une FSH supérieure à 45 ans. Elle n'a aucune anomalie crâno-faciale. Il n'y a pas de cas familiaux dans la famille, il n'y a pas de retard mental. Et l'échographie a montré un utérus de taille normale et 2 ovaires avec des petits follicules. Et nous avons séquencé le gène FOXL2 d'une manière systématique et nous avons trouvé une mutation à Angers qui change glycine en aspartate. Cette mutation nous a frappé parce que la glycine, le gène FOXL2 est un gène très conservé dans l'évolution, chez les mammifères, chez les poissons, nous l'avons étudié. Et donc, nous avons été intéressés, et ce que nous avons fait, c'est ce genre d'expérience qui prend pas mal de temps, hein, c'est que nous connaissions les gènes cibles de FOXL2. C'est un travail qui a été publié dans notre laboratoire il y a 2-3 ans. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis le promoteur d'un gène cible, par exemple l'aromatase, qui est contrôlé avec un gène rapporteur qui est que nous sommes capables de mesurer au point de vue quantitatif. Et ce que nous avons mis, c'est dans une cellule de granulosa, nous avons mis ce gène rapporteur, et puis nous avons mis aussi le gène FOXL2 normal, ou le gène FOXL2 portant la mutation. Et ce que nous avons montré très récemment, et c'est un article que nous sommes en train d'écrire, nous avons montré que cette mutation FOXL2 n'induit plus le gène cible. Donc ça, c'est la preuve que cette mutation FOXL2 sans BPES, sans malformation crânio-faciale, est capable d'induire une IOP, ce qui relance évidemment ce gène à être séquencé dans un plus grand nombre de cas. Donc vous voyez comment aujourd'hui, un très long travail nous permet de démontrer qu'une mutation n'est pas un polymorphisme, mais modifie la fonction de FOXL2 des gènes cibles. Si vous voulez, on en reparlera dans la discussion, c'est un point important. La deuxième approche, c'est l'approche évidemment royale pour le généticien, c'est l'approche mendélienne, mais pour cela, il faut des familles. Alors, mon ancien étudiant, Eric Villain, avait publié il y a 2 ans un cas familial libanais où il y avait 5 filles atteintes d'IOP, un cas isolé, et ils ont eu de la chance, un gros travail, ils ont montré que le locus était sur le chromosome X,
Et ils ont caractérisé le gène, c'est un gène qu'on appelle POF1, dont la fonction est une fonction qui a à voir avec le cytosquelette. Alors nous avons fait avec Sophie Christin-Maître et d'autres un réseau pour isoler un très grand nombre de cas familiaux. Alors il y a 4 cas familiaux en France, et j'espère d'autres bientôt, 6 cas familiaux au Moyen-Orient et un cas familial en Argentine. Voilà les cas familiaux du Moyen-Orient. C'est des familles tout à fait exceptionnelles, mais très importantes pour nous généticiens. Ici, trois sœurs atteintes d'IOP primaire. Avec, vous voyez ici, ces doubles traits signifient aux cosanguinités. Donc, on a affaire à une pathologie récessive. Voilà un autre cas familial du Moyen-Orient, ici avec des sœurs et des cousines atteintes d'IOP. Un cas familial français, où ici, on a des sœurs ici ou des cousines qui sont atteintes d'IOP. Mais là, il n'y a pas de cosanguinité, ce qui suggère quelque chose de dominant. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est, je ne sais pas si vous êtes généticien, mais il faut remarquer que la pathologie est transmise par les hommes ici. C'est les pères qui transmettent tout le temps cette pathologie, ce qui démontre qu'on a affaire à une maladie qui s'exprime uniquement chez les femmes et qui peuvent être transmises par les hommes. Alors on a fait une étude d'analyse génétique très longue, plusieurs années de travail, et pour ces deux cas familiaux du Moyen-Orient et le cas que je vous ai présenté français, on a localisé quelque chose sur le chromosome 7. Ici, puisque les mesures de localisation nous disent que dès qu'on a quelque chose au-dessus de ce numéro 3, qui signifie l'autre score numéro 3, on a une grande chance d'avoir un gène dans cette région. Alors, dans les cas familiaux du Moyen-Orient, comme il y a une cosanguinité, on a un outil, nous généticiens, c'est ce qu'on appelle l'homozygosité mapping, c'est-à-dire que si on a affaire à une maladie récessive, toute cette région-là doit être homozygote. Et c'est ce que nous avons trouvé ici. En jaune, c'est les régions homozygotes dans la première famille. En jaune ici dans la première famille, en jaune dans la deuxième famille, ce qui nous fait que la région commune entre ces deux familles qui nous orientent vers le chromosome 16 est une région de 5 mégabases. 5 mégabases, c'est énorme, mais on a quand même avancé. Dans cette région, il y a au moins 96 gènes que nous sommes en train d'étudier. Alors, la souris, dont je crois que Denise Escalier va nous parler tout à l'heure, est un outil très intéressant pour nous. Parce que chez la souris, je vous ai fait ici une liste par ordre alphabétique de gènes qui, chez la souris, entraîne ce qu'on peut appeler une IOP, l'équivalent d'une IOP. Voilà, par ordre alphabétique, ça c'est la lettre A, et ça c'est la lettre Z, vous voyez, il y a pas mal de gènes. Et je vous ai marqué ici la localisation chez la souris et l'homologue chez l'homme. Donc avec ces résultats-là chez la souris et d'autres, ça nous avance beaucoup pour rechercher dans cette région que nous avons localisée sur le chromosome 7, qu'est-ce qui est connu chez la souris. C'est comme ça qu'on avance lentement, mais j'espère avec des résultats bientôt. Alors la troisième approche, c'est une approche qui est très intéressante, qui est très nouvelle, c'est ce qu'on appelle le Genome Wide Association Scan. Le principe est le suivant. Vous étudiez avec un très grand nombre de marqueurs, un très grand nombre de malades. Disons plus de 500 patientes, 500 malades, porteurs d'une maladie donnée complexe. Et vous regardez un allèle, un polymorphisme entre une population contrôle et une population malade. Et ici, vous voyez que dans ce cas théorique, on voit que la population malade exprime plus fortement un allèle que la population contrôle. Et on dit qu'il y a une association entre l'allèle étudié par ce polymorphisme et la maladie. Alors, ça a révolutionné depuis 2-3 ans la génétique des maladies complexes. Je vous conseille d'aller voir cet article dans Nature. Vous voyez qu'ici, par exemple, pour la maladie coronaire, on a localisé une maladie complexe, comme l'IOP. On a localisé un gène de susceptibilité sur le chromosome 9. Pour l'hypertension, ça n'a pas marché. Par contre, pour l'arthrite rhumatismale, on a localisé quelque chose sur le chromosome 6. Pour le diabète, la même chose sur le chromosome 6 et le chromosome 1, pour le diabète de type 1. Donc c'est un outil fabuleux, qui va nous permettre de comprendre un peu mieux certaines maladies complexes, mais qui nous met le doigt sur des gènes de susceptibilité et qui sont nombreux. Il n'y a pas un gène responsable du diabète de type 1, mais plusieurs.
Alors cette analyse nécessite des moyens importants financièrement, et là je reviens à ma remarque de tout à l'heure, la recherche française en reproduction est trop mauvaise, pas assez puissante, pour pouvoir faire ce même type de travail dans l'IOP, c'est-à-dire, et c'est ce qu'a fait déjà Sophie avec d'autres, réunir un grand nombre de malades, c'est en cours, et il faut que des centres de génotypage comme le CNG puissent nous financer. Sinon nous allons perdre la bataille, et j'en suis déçu. Alors pour conclure, l'analyse mendélienne est la plus prometteuse. Il existe des formes familiales, il faut les récolter, et si vous en avez, prévenez Sophie Christin-Maître. Deuxièmement, l'approche gène candidat, elle définit des cas très rares, malheureusement. La grande difficulté de ces gènes candidats, c'est démontrer que le polymorphisme, la mutation, est vraiment causale. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Plus de temps que de chercher par séquençage. Et là, on a des expériences à faire, soit sur des cellules in vitro, soit dans des modèles animaux. Alors cependant, malgré tout cela, la majorité des cas d'infertilité n'ont pas une cause génétique détectable. Ça veut dire que c'est soit une cause environnementale, soit les deux, et je vous ai dit en quoi ce progrès pangénomique nous permet peut-être d'avancer maintenant dans ce domaine qui est une boîte noire. Mais pour conclure et pour reprendre un peu ce qu'a dit Sophie, il n'empêche que s'il y a une cause génétique, ça aide grandement au diagnostic, et c'est important parce qu'il y a évidemment le conseil génétique derrière qui joue un rôle important. Pour conclure, je voudrais dire que ce travail, il se fait à l'Institut Cochin, avec des chercheurs qui travaillent dans notre unité. Ce travail se fait en étroite collaboration avec le groupe de Sophie Christin-Maître et Philippe Bouchard, mais aussi d'autres, Frédéric Hutten, Philippe Touraine, le groupe de l'INRA pour le gène de méiose, et pour la collaboration avec le Moyen-Orient, c'est Stavit Chalev de Afula, Zivan Eriad de Hadassah Karem, l'Institut Weizmann avec le collabore, et puis aussi le travail de séquençage qui n'a pu être fait que grâce au rôle du CNG. Voilà, je vous remercie.